Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Et nous nous retrouvons pour cette 33e émission de la Rafale Info où nous parlerons actualité, films et séries comme toujours. Merci encore aux abonnements qui sont donc sur Twitch, car oui, mon émission est diffusée sur Twitch pour le moment. Car si vous vous souvenez bien, cette émission était aussi sur YouTube en simultané, mais à cause de quelques petits problèmes informatiques, j'ai dû faire cela. Mais ce n'est pas grave, puisque cette émission, de toute manière, et toutes les rediffs sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Raphaël Chalros. Euh, et même si vous tapez la Rafale Info, vous trouverez facilement sur YouTube. Comme ça, voilà, après vous pouvez aller sur mon compte et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche, vous abonner, et puis comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passera. Ici également, et de toute manière, donc mon invité est là ce soir, et nous allons commencer par le sommaire de cette journée. On connaît le nom de l'acteur qui incarnera Jon Stewart. Joker Folia 2, encore une chute au box-office. Peacemaker, un nouveau personnage pour la saison 2. Superman, Crypto arrive. Ahsoka, la deuxième saison se tournerait en 2025. Une collaboration entre Christopher Nolan et Matt Damon. Shinobi, cette saga de jeux vidéo va devenir un film. Speed aura droit à un troisième opus. Ou pas. Robert Downey Jr., prochain film avant Avengers 5. Et Harry Potter, la série, Gary Oldman serait de retour. Bien, et nous... Oui, merci Mulder, merci de me le dire. Alors, je recommence, puisque effectivement, j'avais pas activé mon micro. Donc oui, concernant cette news-ci, donc pour les Lanterns, après plusieurs jours de suspense, donc si vous aviez regardé mon émission précédente, nous en avions discuté avec mon invité, car il y avait un choix, et cette fois-ci, donc c'est donc Aaron Pierre, l'acteur de 30 ans qui a été révélé avec Rebel Ridge, qui va rejoindre les grands de Green Lanterns. Il rejoint Kyle Chandler, qui lui incarnera Hal Jordan. D'ailleurs, le choix de Pierre a été motivé par les essais effectués aux côtés de Chandler. N'hésitez pas à vous de me dire si... donc vous avez le droit aussi, le chat, d'interagir avec nous, puisque, voilà, vu que c'est une émission spéciale... films et séries, donc on vous répondra si vous avez des questions et plus encore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes satisfait par ce choix-là. En tout cas, si je peux dire juste avant mon invité, je trouve que il a la tête. Il a la tête pour. J'ai vu quelques photos de lui, je me dis pourquoi pas. Alors, j'aimerais beaucoup lui donner sa chance parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont un peu, comment dirais-je, un peu mécontents du choix, mais en même temps, on va pas prendre. Alors ça, il faut oublier tout de suite, parce que j'en connais certains qui, eux, si on parle musique, etc., on veut les meilleurs, mais il faut pas oublier qu'il faut laisser sa chance aux nouveaux aussi. Rappelons qu'il y a de
des anciens compositeurs de musique de film, des anciens réalisateurs, etc. On peut pas tout le temps les voir parce qu'au bout d'un moment, on va dire mais ils ne font que ça. Et il faut laisser la chance aussi aux autres, aux nouveaux arrivants. Et c'est pour ça que moi je me dis par rapport à Aaron Pierre, c'est un bon choix. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Alors je ne connais pas la série Rebel Ridge, je vais demander après à mon invité s'il la connaît ou pas. Mais dans tous les cas, très bon choix. Hâte de voir ce qu'il va donner. Et laissons-lui sa chance. Alors, je vais accueillir tout de suite mon invité, à savoir, comme vous le connaissez, Mulder Fox William, qui m'accompagnera ce soir. Et j'ai hâte de l'entendre sur ce sujet. Merci pour l'intro. Donc, bah ouais, je suis du même avis que toi. Faut laisser sa chance, quoi. Enfin, ils sont en train de prendre. Enfin, là, James Gunn est en train de prendre le même virage, mais la même manière de gérer casting que Kevin Feige. Il faut pas oublier que dans la première phase, à part Robert Downey Jr., tous les autres, en fait, parce que Robert Downey Jr. avait un sacré passif, un sacré background. Mais les autres, c'était, pour le grand public, c'était pratiquement connu au bataillon. Il y avait que il y avait que les rôles personnages secondaires où il y avait un fort, où c'était des acteurs de gros calibre, genre Tommy Lee Jones, genre Jeff Bridges pour Iron Man. Sinon, le restant, Chris Evans avant Captain America, il faisait quoi? Enfin, il avait fait quelques comme Rob, mais bon. Les 4 fantastiques aussi. Ouais, mais c'est un échec au box-office, hein, Fantastique. Non, mais je veux dire, il a apparu dans d'autres. Ouais, il a quand même fait autre chose. Il y a pas, disons que sa starification a commencé avec le MCU. Ouais, On va dire ça comme ça. c'est ça. Parce que moi, je le connais de Sex Academy aussi. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un truc, c'était un film pour ados, une comédie pour ados, pas très reluisante. Enfin, c'est qui est devenu culte parce qu'il y avait Captain America dedans, mais au moment de sa sortie, Osef. Et Chris Hemsworth, par contre, inconnu au bataillon, j'ai connu avec Thor. Hein, je sais pas d'où il débarque. Ouais, C'est pareil. c'est vrai. Voilà, et donc, c'est ce qui va faire James Gunn avec le DCU, qui, je sens ça, je sens que là, on sent cette patte-là de, on fait pas la même chose. Le Snyder qui a voulu prendre que des gros rôles pour bâtir le DCU, et là, il prend la même tactique stratégique que Kevin Feige, et je crois que c'est ça qui crispe en fait. Kevin Feige souhaite pour Superman, on gagne au bataillon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah ouais, je sens qu'il va faire ça, c'est qu'il va prendre quelques grands rôles dans des personnages secondaires de background, mais pour les têtes d'affiche, il va prendre que des trucs, il va prendre que des mecs qui, voilà, que le grand public ne connaît pas et qui vont devoir s'imposer dans ce rôle-là. Faut pas oublier que Christopher Reeves, avant Superman, il était aussi inconnu, hein. Oui, voilà. C'était d'ailleurs ce qu'on disait par rapport au Superman aussi. C'est le but, c'est de prendre quelqu'un qui a inconnu au bataillon, comme le dit aussi mon invité. Et justement, je voulais te demander si toi, par exemple, parce qu'on cite souvent Rebel Ridge, donc est-ce que c'est la seule série qu'il a tournée? Je ne sais pas, mais en tout cas, on le cite souvent avec cette série. Est-ce que toi, tu la connais? Ah non du tout. Mais, du coup, je suis patient de le connaître. Parce que là, parce que Henry Cavill, il avait que, Henry Cavill faisait les Tudors, il me semble, avant de faire Man of Steel. Alors, j'ai jamais vu les Tudors, mais par contre, les Tudors ont une sacrée bonne réputation. Mais c'est aussi à part que les séries télé, c'est un vivier, pour futurs jeunes talents, quoi. Il y a bon nombre de talents qui éclosent au Cinoche et qui, en fait, qui ont commencé leur gamme à la télévision. Ouais. Ok. Alors, c'est parfait. Merci à toi pour ces mots, mon cher Mulder Fox William. Voilà. Ou je pourrais le dire aussi cyborgien, ça sera plus simple. C'est vrai que vous le connaissez aussi en tant que tel, même si vous le voyez sur YouTube. Voilà, où c'est les dossiers du cyborgien. Donc voilà, on va garder ce nom, cyborgien. Mais que voilà, donc si jamais vous voulez le suivre, il y a également Mulder Fox William. Donc vous le retrouverez de toute manière après dans le générique, etc. Vous pouvez le suivre sans aucun problème. Très bien.
Alors, après une première semaine qui n'était déjà pas glorieuse, la deuxième semaine aura été catastrophique. Cette semaine, le film aura perdu sa première place au box-office, se faisant devancer par Terrifier, film d'horreur ultra sanglant interdit aux moins de 18 ans, qui aura rapporté 18,3 millions, un score impressionnant pour un projet indépendant qui n'a coûté qu'1 million. Et aussi par le robot sauvage, et même potentiellement par Beetlejuice, les chiffres ne sont pas encore clairs. Le film de Todd Phillips aura donc rapporté 7 millions de dollars durant 7 semaines. Donc là, je parle bel et bien de la deuxième semaine. Soit une chute de 81% entre la première et deuxième semaine. Chute historique pour une adaptation de comics. Joker Folie à 2 dépasse donc The Marvel, qui détenait jusqu'ici le record précédent, avec 78,1%. Et 81% est même une chute record pour un blockbuster tout court. Globalement, le film aura donc rapporté 165,3 millions de dollars. Le film devait au moins atteindre les 450 millions de dollars pour qu'il soit rentable. Il pourrait s'avérer heureux s'il atteint même les 200 millions. Là, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, c'est mal parti. De mon côté, c'est vrai que pour ma chaîne aussi, je fais des critiques ciné. Donc, pas que, hein, mais en tout cas, ça en fait partie de mon contenu YouTube. Et ce film, j'étais censé le voir demain, mais demain j'ai autre chose de prévu. Donc, je vais essayer de le voir ce week-end, à savoir dimanche soir, je pense. De toute manière, avec ces chutes-là, nous savons que des fois dans les salles de cinéma, après, je sais pas, donc je sais que mon invité est pas trop chaud pour ce film-là, mais s'il peut me corriger, il me semble que des fois, alors certes quand un film fonctionne bien, des fois quand ça fonctionne trop bien, il le laisse pas autant au cinéma et le sortent quelques mois plus tard, en tout cas pas 6 mois mais beaucoup moins, et ça sort en version comment dire, version physique. Et quand c'est comment dire, quand c'est un flop, bah par exemple comme on peut voir pour celui-ci, pour Joker Folie à 2, ça risque de pas rester longtemps non plus au cinéma, et la sortie par contre en version physique se ferait de 6 mois. Ce qui était contraire avant pour les films qui fonctionnaient, voilà, etc. Mais je vais demander cela tout de suite à mon invité, voir si c'est le cas ou pas, qui me corrige. À toi la parole. Alors, oui, et la sortie en numérique est déjà programmée en fait. Ils l'ont déjà annoncé. Oui. Elle sera faite dans 2 mois. Voire en fin de mois, je crois. Il faudra que. Mais la sortie physique, la sortie en numérique a déjà été annoncée en fait. Tellement le. Ah, en VOD. VOD. Voilà, pardon. Sortie numérique VOD, ouais, c'est ça. Oui, voilà. Parce que physique, c'est au mois de février. Ouais, et je crois que. Normalement. Normalement. Ouais. Normalement. Voilà. Parce que je suis pas trop fan de la chronologie immédiate à ce sujet, c'est pour ça que j'ai des doutes. D'accord. Et ouais, mais c'est sinon ensemble, oui quoi, ça pique pour la Warner. Ils avaient mis tout le bis sur ce film-là. Faut pas oublier que les films ont été annulés à cause de ça. Oui. Pour pouvoir avoir tous les ressources nécessaires. Je crois que c'est pour ça. Ils ont annulé 2-3 films. Je crois que le dernier film qu'ils ont annulé, c'était pour avoir tous les fonds nécessaires pour assurer la promo de Joker 2. Mm-hmm. Enfin, je crois qu'il y a un truc dans ce style-là. Et que même si ce film-là bide, non mais les caisses sont vides de chez vide. Hein. Enfin, la Warner, ils doivent être en pétard, mais vraiment caisse de grave. Et à mon avis, je ne crois plus du tout aux paroles com marketing de David Zaslav. Je crois que c'est lui le CEO de Warner. Je ne crois plus du tout à son discours com. Il doit donner des trucs pour rassurer les actionnaires et compagnie. Parce que là, mathématiquement, quand tu regardes le truc, non, ça s'engrossit, quoi. Oui. Mais moi, oui, j'étais pas chaud. Je te préviens juste là, pour voir le film, fais gaffe, parce que là, les salles vont se désemplir rapidement. Donc, à mon avis, dans 2 semaines, dans 2 à 3 semaines, c'est bon, il sera plus dans les salles du tout, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais après, non, mais des fois, il y a. Des fois, si tu veux, en fait, c'est pour ça que je te posais la question, parce que avant. Que ça fonctionne ou que ça fonctionnait pas. Par exemple, le film, en tout cas moi quand j'allais voir le film au cinéma, quand il fonctionnait super bien, même trop bien, il sortait 3 mois plus tard en DVD, Blu-ray, etc. Alors que à l'époque on devait attendre 6 mois obligatoires avant cette sortie. Et puis là, même pour les sorties ciné qui ne fonctionnent pas, pour certains films, je sais plus pour quel film c'était, que je voulais absolument voir et puis qu'il est resté même pas une semaine. Alors, bah, il a bien floppé. Bah, c'est pour ça que voilà. Et puis ils ont annoncé ce truc 6 mois plus tard, tu vois, en version physique. Mais une question aussi par rapport parce que on parle bien d'une adaptation de comics et c'est le 9e flop en parlant de DC Comics, parce qu'on met aussi maintenant Joker, Folie à deux, on le met avec les films DC, et c'est le 9e flop. Et maintenant, j'entends beaucoup de personnes, et je peux être en accord avec eux, parce qu'ils disent qu'actuellement, depuis cette sortie, beaucoup de personnes essayent de croire en Superman, parce que Superman, c'est le prochain film d'adaptation comics qui sortira justement en juillet 2025. Et ils se disent à ce moment-là, la question qui se pose beaucoup, et je me la pose aussi, et que donc j'aurai la joie d'entendre répondre à celle-ci, c'est si, admettons que Superman de 2025 soit un pur échec. Ce sera le 10e. À ce moment-là, est-ce que ça va pas éteindre une ère héroïque, un truc de super-héros, ce qu'on a connu, parce que à l'époque, on se souvient avec des Batman Begins, des Superman aussi, Superman Returns et autres projets comics, on n'avait pas autant de cette ampleur-là. Et puis le fait que maintenant, on n'est tenté plus, et puis qu'on voit que maintenant les flops s'enchaînent au fur et à mesure, on se dit est-ce que c'est pas par exemple le film de la dernière chance Superman je vais te laisser la parole. Je pense pas que ce soit dû au fait qu'il appartient à un genre super week et donc il y aura une ère du fin. N'oublie pas que cette année, de nombreux blockbusters ont floppé qui n'avaient rien à voir avec le genre super week. Et donc c'est pas dû au problème de genre super-héros, la fin d'un cycle, non, c'est dû au problème d'Hollywood, tout simplement. Oui, mais là en fait on que les précise bien que justement c'est le 9e, et là s'il flop ça risque d'être le 10e, c'est pour ça. Ont du mal à aller au cinéma tout court. C'est simplement ce problème-là. Et maintenant, Ok, bah parfait. Très bien. Merci à toi pour ces précisions. La 2e saison de Peacemaker est toujours en cours de tournage, et ça a été l'occasion pour James Gunn de teaser l'arrivée d'un tout nouveau personnage. Celui-ci semble être amérindien, et nous ne pouvons que supputer quant à son identité. Ici, nous pensons que le personnage Apache Chief semblerait probable. Celui-ci vient de la série d'animation Super Friends et possédait le pouvoir de changer de taille. Un personnage totalement méconnu rentrerait tout à fait dans les habitudes de James Gunn. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour le moment. La seconde saison de la série avec John Cena va continuer son tournage pendant encore quelques temps. Nous ne savons d'ailleurs pas encore quand est-ce que ce sera diffusé, même si l'on sait qu'elle fera suite aux événements du film Superman et n'arrivera donc pas avant, minimum, la seconde moitié de 2025. Réaction pour vous, le chat. Mon invité aussi qui va réagir tout de suite après concernant cette série Peacemaker. Est-ce que vous déjà vous la connaissez, cette série? Si oui, est-ce que c'est une série qui vous plaît? Et voilà pour la 2e saison. Dites-moi tout ce que vous pensez de cela. Je te laisse la parole, mon cher Cyborgia. Alors moi, oui, je la connais. J'ai vu la saison et j'ai même chroniqué. Je me demande vraiment comment James Gunn va se démerder pour pouvoir, parce que la saison, pour être dans la même continuité que la saison 1, c'est-à-dire être une réelle suite à la saison 1, si on parle d'une saison 2, et en même temps être canonique à son propre univers, qui normalement est un reboot.
Bah, normalement, enfin, c'est là où je me dis qu'il est en train de jouer avec le mec. Ça va être un sacré bordel. Moi, mon hypothèse fan theory, ce serait que le, euh, le, le film Flash a réellement créé un multiverse, en fait, et que, que la saison 2 de Peacemaker est une des conséquences. Voilà. Mais que ce ne sera pas traité frontalement dans la saison, c'est pour ça qu'il n'en fait pas mention, mais ce sera seulement traité en easter egg, clin d'œil, point barre. C'est à nous de comprendre, en fait, ce sera à nous de comprendre, ah oui, en fait, c'est en raison des changements de dimensions de réalité alternative de Flash. Ce ne sera pas traité frontalement. Il y aura pas un espèce de spécialiste scientifique qui viendra te le dire. Ce sera à nous de détecter le truc. Voilà. Ok, donc ça veut dire que toi, par exemple, tu dirais, suite aux événements de The Flash, il s'est passé ça. Enfin, en fait, c'est tout ce qui va arriver ensuite, c'est à cause de ce qui s'est passé dans le film The Flash, qu'il a tout chamboulé, etc. C'est ça, en gros, ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Mais il en fout pas mention. Ils ne le disent pas via marketing parce que ce sera pas abordé frontalement, quoi. Ce sera à nous de deviner que oui, bon, d'accord, ça suit le film aussi de Flash. Vu les chamboulements qu'il y a dans le film de Flash, on comprendra ça par nous-mêmes. Voilà, c'est la seule façon pour lui qu'il a de rester cohérent. Pourquoi ça va sacré bordel. La saison 1 est raccord avec le Snyderverse. C'est ça le problème. Le Peacemaker là, il vient du Snyderverse. Le Suicide Squad, le film qu'il a fait, ça vient du Snyderverse. Alors que là, il veut te faire un truc raccord avec son nouvel univers qui est un reboot. Donc rien que pour ça, c'est un sacré bordel. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai pas hâte de voir spécialement parce que j'ai pas trop aimé la saison 1, mais je suis curieux de voir comment il va rebondir. Déjà. Ok, très bien, parfait. Merci à toi. Et n'hésitez pas aussi à vous, euh, chers téléspectateurs, si vous regardez sur la télé, voilà, si vous voulez réagir, si vous regardez ce live en replay, cette émission en replay, n'hésitez pas aussi à mettre quelques petits commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bien, continuons cette soirée, et pas avec n'importe qui. Nous l'attendions tous. Crypto sera bien présent dans le Superman de James Gunn. Et nous en avons un premier aperçu de ce Good Boy. Ce sera la toute première apparition de Crypto sur grand écran, et pour l'occasion, Gunn a choisi de s'inspirer de son chien Ozu pour dépeindre le super chien. Et nous avons même le droit au premier aperçu de David Corensut en compagnie de Crypto, observant la Terre puis la Lune, dans un rappel d'une case d'un comics se nommant All Star Superman. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mon invité réagira tout à l'heure, et si je peux commencer, c'est tout simplement que... alors, quand j'ai vu cette image, moi, j'ai eu l'impression de voir Idéfix avec Superman. Alors, ça n'a rien à voir, mais enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Et oui, alors comme je le disais dans plein de mes émissions, encore un nouveau personnage dans le film Superman qui compte à ce jour plus d'une dizaine de personnages déjà. Donc voilà. Après, est-ce que vous, par exemple, ça sera utile à l'histoire, sachant que le film Superman, que nous le découvrirons l'année prochaine, je vous invite aussi à visionner mes anciennes émissions. Vous verrez qu'il y a énormément d'informations, et puis ça a été vraiment critiqué par énormément de personnes, dont je fais partie aussi. Le fait que trop d'informations tue l'information. Malheureusement, avec Superman, c'est ce qu'on a. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi ont la crainte que ça ne fonctionne pas. Parce que, voilà, on en sait trop. Et c'est bien dommage. Maintenant, beaucoup de gens attendent, moi y compris, une bande-annonce, un teaser qui... selon beaucoup de personnes, et ça serait pas déconnant non plus, on aurait des premières images fin de cette année, on va voir par exemple au mois de décembre, en tout cas juste avant le Super Bowl.
Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez concernant déjà voilà, cette image, qu'est-ce que ça vous inspire. Et je vais tout de suite laisser la parole à Cyborgia. L'épisode, ce titre crypto. Parce que, en fait, bah oui, dans les comics, Clark Kent, enfin, Superman a un chien. Ah, tu es là. Oh là, c'est bon. C'est bon, tu me vois? Oui, je t'avais perdu de vue. Oui, c'est bon. Et en fait, bah, tu te souviens, dans ce mobile, tu t'en souviens pas, Clark Kent avait un chien? Oui, Ouais, moi ça me rappelle ça. il voulait l'appeler Crypto et finalement, il l'a appelé Shelby. Oui, parce qu'en fait, dans les comics, Superman a un chien, Crypto, qui est un chien kryptonien. Et ça fait référence à ça. Dans le dessin animé Superman l'Agent de Metropolis, il est effectivement un chien. Qui est le gardien de la forteresse de solitude. Et ça, même visuellement, c'est comics accurate. Hein. Visuellement, visuellement, ça rejoint le visuel de James Gunn. Donc en cela, c'est bien trouvé. C'est comics accurate pour le moment. C'est pas une invention de lui. Même dans le Superman Christopher Reeve, le premier, la ferme de Kent avait un chien, un labrador. Je sais pas si tu te rappelles de ça. On le voit très peu, je crois. Il y a une scène ou deux, on le voit. Oui, quand il est jeune. Voilà. Donc en cela, ça fait partie du folklore de Superman. Oui, il a un chien. Enfin, quand il est à la ferme de Kent, il a un chien. Ça fait vraiment le cliché de la famille de fermiers traditionnelle. Et en même temps, quand il est un forteresse de la solitude, oui, il a un chien qui veille sur son qui veille sur sa propriété. Mm-hmm. Donc il y a côté, c'est une notion très humaine. Il a un chien qui garde sa propriété. Oui. Ça le rend plus humain, tout simplement. Enfin, c'est Clark Kent, c'est le garçon de la ferme. Sauf ce qui est comique quand c'est le côté comique de Superman quand il est en humain, c'est un garçon de fermier au look d'intello. C'est que du coup il est pas crédible en tant que fermier. Mais quand on sait que dans la vie que en réalité le mec c'est Superman, le mec le plus puissant de la Terre, c'est le contraste qui rend ce truc intéressant. Mais mais de base, oui, Clark Kent, il a un chien, il a une mère qui vit dans une ferme, enfin sur une version. Mais oui, mais pour moi c'est le rend plus humain, tout simplement. Enfin, ça va dans un droit de lignée de ce que fait James Gunn. Et est-ce que tu sais comment ce projet d'avoir Crypto est arrivé? Ah, alors dans les comics, c'est le... Non, pas dans les comics. Je te parle pour le film. Pour le film. Ah non, du tout. Je crois que c'est simplement le projet de James Gunn, c'est de faire quelque chose de comics accurate. Donc, tu veux le savoir? Non. Je veux le découvrir. Voilà, parce que je pense que si je te le disais, tu serais... Ah, problème de connexion? Non, c'est bon, tu es là. Ah ouais, moi je veux pas le savoir, moi je veux bien découvrir tout, parce que je vois ce qui se passe aussi avec les fake news du côté de chez Marvel. Ah non, c'est pas une fake news, c'est James Gunn qui l'a dit. Ah merde. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est quelque chose qui risque de te fâcher en fait. Il pourrait pas faire mettre ça à la gueule de temps en temps. Parce que le film est censé sortir en juillet. Et on est seulement qu'en octobre, donc le Super Bowl n'est même pas passé encore. Ouais, mais non, c'est une anecdote qu'il a sorti pour Crypto. Tu veux pas savoir donc? Non, je veux pas savoir. Ok, très bien. Et vous, si vous ne voulez pas savoir non plus, enfin, si vous voulez même savoir, puis que je vais pas le dire sur l'émission, Internet, mes amis. Voilà. Mais donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. Bien, très bien. Alors, le mois dernier, l'actrice Natasha Liu Bordizzo, qui interprète Sabine Wren, indiquait que la saison 2 de la série Ahsoka ne serait pas tournée avant l'été 2025. Aujourd'hui, le site Bespin Multen, toujours très bien informé, nous indique que la production débuterait dès le mois d'avril 2025, avec une fin de tournage prévue pour août et septembre.
Vous l'aviez deviné, il ne faudra pas attendre cette prochaine saison avant 2026. S'agira-t-il également de la dernière saison du Mondoverse avant le film de Dave Filoni qui devrait servir de grand final à cette période de la saga? Nous aurons peut-être des éléments de réponse lors de la célébration au Japon l'année prochaine. Dites-moi ce que vous pensez d'Ahsoka. Alors, je connais beaucoup de personnes qui adorent cette série. Sans spoiler, si vous le voulez bien, je vais laisser la parole à mon invité Cyborgia, mais comme je l'ai dit aussi à mon invité, le dire sans spoiler, puisque moi je ne suis pas encore là. Enfin, comme tu le sais, je suis à la fin de Clone Wars, et après je vais tout de suite attaquer avec Rebels et oui, potentiellement Ahsoka après. Voilà, à toi. Bah, moi, je fais partie de ceux qui ont adoré Ahsoka. Et je ne dis rien parce que effectivement, t'as un truc, ça fait suite à Clone Wars. Je ne dis que ça. Je ne dis que ça. Et j'attends vraiment cette série avec impatience aussi, parce que vu le déroulé de la saison 1, grosse surprise, donc ça va. Et j'ai un petit big up à faire. Donc ça s'appelle, c'est Nathalie Liu Cordeza, c'est ça? Nathalie Cordeza, c'est partie de mes croches. J'ai super accroché sur elle, sur Ahsoka. Ok, celle qui fait Sabine, donc. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ma surprise en fait de la série. Oh, mais elle est mignonne celle-là. Très bien. Très bien, parfait. Eh bien, merci pour ces quelques mots. Et let's go. Que serait un projet de Christopher Nolan sans une pointe de mystère derrière? Après avoir fait un pas de côté avec le biopic Oppenheimer, le réalisateur renoue avec son péché mignon à l'occasion de son prochain film, dont on ne sait rien. C'est Universal qui le distribuera après le succès public, à savoir 975,6 millions de dollars de recettes dans le monde et critique avec 7 Oscars pour Oppenheimer, et il sortira dans les salles américaines et en IMAX le 16 juillet 2026, et sans doute 2 jours avant en francophonie. De la part de quelqu'un qui a fait du temps l'un de ses thèmes de prédilection, on notera la précision de métronome avec laquelle Christopher Nolan enrichit sa filmographie à raison d'un opus tous les 3 ans, depuis Interstellar en 2014, avec une prédisposition pour les sorties estivales depuis 2017 et Dunkerque. Restent aujourd'hui 2 questions au sujet de ce film écrit par le réalisateur lui-même. Qui jouera dedans? Et de quoi parlera le long métrage? Pour répondre à la première interrogation, Deadline affirme que Matt Damon pourrait être de la partie, lui qui a déjà joué sous la direction de Christopher Nolan dans Interstellar et Oppenheimer, mais surtout que l'intéressé n'est pas contre une nouvelle collaboration. Le média ne précise en revanche pas s'il s'agira du premier rôle ou non dans cet opus dont le tournage doit commencer début 2025. Pour ce qui est de l'intrigue ou même du genre, le mystère est encore plus complet. The Hollywood Reporter parle d'une histoire entre un père et son fils, alors que la rumeur d'adaptation de la série Le Prisonnier refait surface. À ce jour, la seule indication donnée par Christopher Nolan est que son 13e long métrage serait moins lugubre qu'Oppenheimer, ce qui ne nous renseigne pas énormément, certes, mais le cap est désormais fixé, et il ne reste plus qu'à faire preuve de patience, comme souvent avec le réalisateur anglais. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, déjà, de ces 2 hommes, comme vous pouvez le voir à ma gauche, sur l'écran, bien évidemment. Êtes-vous hypé par cela? Voilà. À toi, mon cher Cyborgia. Bah, un projet de Nolan à l'absolu, c'est toujours hyper hypant. Alors moi, j'ai décroché de Nolan avec Tenet que j'ai détesté, mais vraiment, le mec a pris des positions et des déclarations que je ne cautionne pas du tout. Du coup, en étant en période post-confinement, il y avait la question du passeport sanitaire qui est entré en cause dans tous les pays, dans le monde entier. Donc, des déclarations que je ne cautionne pas du tout. Donc, du coup, j'ai vraiment lâché le mec. Mais après, Oppenheimer, ça me donne envie. C'est simplement que je n'ai pas d'humeur à voir un truc sur l'inventeur de la bombe nucléaire en ce temps-là. Je préférais d'être mon Barbie à côté, quoi.
Mais c'est toujours hypant de voir bah, un mec comme ça essayer de faire un nouveau projet. Par contre, Matt Damon, je l'aime beaucoup, donc c'est à voir comment cette collaboration va se passer. J'ai adoré Interstellar, par contre. J'ai adoré Interstellar, donc ce serait intéressant de voir comment les deux vont se réunir. Ouais, à voir s'ils vont faire un truc genre, enfin, pas un même genre que ce sur Mars, mais ouais. Euh, Quoique, c'est peut-être possible hein, entre ces deux personnes. Mais C'est à voir. J'espère qu'ils vont pas se la jouer encore une nouvelle fois, parce que ce serait ça le piège. Parce que j'aimerais bien les voir dans un autre registre que la science-fiction. ouais, pourquoi pas, effectivement. Très bien. Et donc, ouais, comme tu as dit, c'est le seul que tu n'aimes pas trop, c'est Tenet. Mais après, comment dire, pas chronologiquement, mais globalement, est-ce que tu aimes les propositions de Christopher Nolan? Ah bah c'est quand même l'un des mecs qui a réussi à remettre au goût du jour les super-héros au cinéma avec Batman. Donc, si Oui. tu veux, il y a un paquet de monde qui sont rentrés dans le game par rapport à ça. Enfin, écoute, Batman avec Batman Begins. Rien que pour ça, je suis reconnaissant. Mhm. Il y a encore ça que il a réussi à relancer l'intérêt de Warner pour les super-héros avec Batman, alors que 5-6 ans avant, c'était considéré comme kitsch. Je me souviens encore du jour Batman Begins, une semaine avant, il y avait beaucoup qui avaient les foi. Alors que moi, je commençais à avoir confiance au mec parce que tu avais Memento, Insomnia, enfin voilà, il y avait ces deux films précédents, m'ont rassuré. Donc Ouais. dans l'absolu, c'est un mec qu'il faut attendre en tournant. Simplement que c'est des cas. Le mec commence à prendre un tournant autorisant. C'est valable pour tout le monde, hein, pour tous les acteurs, pour tous les réalisateurs. Dès que tu commences à avoir une dizaine de films dans les pattes, tu commences à te la jouer un petit peu, à prendre conscience de, tiens, à mon avis, commence à être écouté. Donc, tu commences à avoir une espèce d'opinion sur l'art en général. Et le piège, c'est que s'enfermer dans sa bulle et perdre, entre guillemets, le public de vue. Mhm. C'est un peu piège. Parce qu'on voit ce qui s'est passé avec Coppola, où tous les fans, où le mec n'est défendu que par ses fans de la première heure. Mais alors, du coup, ouais, le grand public est totalement lâché, quoi. Enfin, on voit ça avec Coppola de Megalopolis. On verra peut-être ça avec Ridley Scott plus tard. Je crois que c'est le mois prochain. Voilà, on va peut-être voir ça. Parce que c'est au bout d'un certain temps de carrière. Bon bah voilà, c'est vrai pour tous les réalisateurs, ce que je dis. Bah, chacun commence à évoluer dans sa bulle et n'écoute personne autre que soi-même. C'est un peu piège. Donc, on verra ça avec Nolan plus tard, si Tenet l'a remis en question, ou au contraire, s'il commence à essayer d'écouter un petit peu ce que fait ses conseillers assistants pour voir un petit peu, pour rendre des films lisibles. Oppenheimer, j'ai toujours pas vu. Ça m'intéresse bien. J'étais simplement pas d'humeur. D'accord. Faut quand même relativiser le truc. Hein. J'ai toujours pas vu le truc. Hein. Ouais. Ouais, bah moi non plus, hein, t'inquiète pas. Puis un pote, il m'a dit ne regarde jamais ça en une fois parce que tu vas rien comprendre. Et dernière question concernant justement, ben, ouais, enfin, certes c'est un futur projet entre ces deux hommes. Et le fait que ce soit une nouvelle collaboration aussi, donc là, certes, les deux hommes que vous voyez ici, il y a une potentielle nouvelle collaboration entre eux, mais surtout le fait que Universal soit à nouveau là depuis Oppenheimer, qui, rappelons-le, il y avait une guéguerre avec Barbie. C'est pour ça qu'on disait Barbieheimer, parce que on avait Barbie d'un côté avec Warner Bros. Et de l'autre côté, Christopher Nolan avec Universal pour Oppenheimer. Et maintenant, le fait que c'est bien fonctionné, et sachant qu'il y avait aussi des problèmes entre Christopher Nolan et Warner Bros., maintenant, il est chez Universal, et maintenant, même Universal veut absolument collaborer avec cet homme-là. Donc, question aussi à vous le chat,
tout comme un amour évité. Est-ce une très bonne nouvelle? Est-ce que vous le voyez dans l'avenir? En fait, il restait dans cette, enfin, j'allais dire entreprise, mais rester avec Universal. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler ce qui s'est passé entre Nolan et Warner? Parce que pendant 10-15 ans, depuis Batman Begins, c'était la star. C'était le réalisateur star de Warner. Il travaillait qu'avec lui. Donc, que le mec se barre de chez Warner, ça a une importance particulière. Parce que moi, de mémoire, si j'ai bien suivi le projet, c'est donc on est état du monde post-confinement, le Covid est en activité. On avait même des rumeurs de potentiel reconfinement. Tenet sort au cinéma, c'est le premier blockbuster qui sort au Cinoche, et ça se fait, ça flop sévère. Mais vraiment, alors que le discours de Nolan à ce moment-là, c'était que un film au cinéma, ça se voit au cinéma, point. Alors que les avertissements partaient de dirigeants, c'était que faites attention, il y a potentielle reprise du Covid. Parce que, il y a certains mots en fait qui n'étaient pas écoutables de la part de Nolan. Et le film sort vide, parce que c'est fait moins de 20 millions pour un film qui a coûté 200 millions, c'était vide. Là-dessus, au mois de décembre, il y a Wonder Woman 1984 qui devait sortir. Or, tous les salles de cinéma, la plupart des cinémas dans le monde sont encore fermés. Donc, décision de Warner, on sort quand même Wonder Woman, mais en sortie numérique sur HBO Max. Le film n'est pas sorti au cinéma en France. Oui, c'est voilà. Ça qui a foutu la merde. C'est ça. Alors, je vais en rebondir là-dessus avec Warner. J'ai trouvé la raison. Et puis d'ailleurs, ça date d'il y a 4 ans. Cette mésentente. 2020, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous le dire, donc même à vous aussi le chat. Donc, Christopher Nolan, il y a eu justement cette colère entre lui et le studio Warner Bros. Et il le dit, donc je cite, la Warner a sorti Tenet et je suis ravi qu'il y ait rapporté près de 350 millions de dollars. Mais j'ai peur que les studios n'en tirent de mauvaises conclusions, plutôt que de regarder là où le film a bien marché et comment cela peut leur fournir des revenus dont ils ont besoin. Ils se focalisent sur le fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes d'avant la pandémie, et ils commencent à accuser les salles de cinéma d'être responsables de toutes les pertes liées à la pandémie au lieu de s'adapter ou de reconstruire notre business, pour le dire autrement. Et la plupart en fait des films que lui donc il avait fait, comme il le dit là, il dit ça m'a laissé perplexe, c'est un véritable bordel, à pas de gains et de gros changements. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les cinéastes, les stars et les gens qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour ces projets. Ils méritaient d'être consultés et qu'on leur dise ce qui a l'air arriver à leur travail, et surtout avec le fait que on sort tout de suite un film. Le film, en fait, n'aurait pas trop le temps de sortir directement au cinéma. Je crois qu'il y avait quelque chose d'une... c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Le fait qu'un film, dès qu'il sort au cinéma, il peut, admettons, une voire 2 semaines plus tard, même qu'il est encore au cinéma, sortir sur HBO Max ou voilà, des plateformes. Et c'est ça, en fait, que Christopher Nolan n'a pas accepté qu'on fasse, en tout cas par rapport à lui, par rapport à ses films. Voilà, c'est à peu près ça en gros. Et bonsoir à Olivier sur, dans le chat, et Nico. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Et voilà en fait, en gros. Ouais, parce qu'il faut souligner que ce que Warner voyait, c'est que le problème que essaye de mettre en exergue Nolan, c'était pas écoutable. En fait, c'est le problème. C'est le problème qu'il y a, et c'était le problème que était confronté Warner, c'est que pour la diffusion télé, un film doit sortir dans les salles de Cinoche avant tout pour bénéficier de reventes plus tard sur la chaîne télé. Or, le problème qui se pose avec cette période post-Covid, c'est que il n'y avait pas assez de salles Cinoche ouvertes pour rentabiliser un film de cinéma. C'est le problème auquel a dû faire face la Warner. Or, c'est ça qui clochait avec cette période-là. Dans l'absolu, ils auraient dû attendre que toutes les salles de cinéma soient ouvertes
pour sortir leur film Tenet ou film Wonder Woman. Or, le problème en question, c'est un problème comptable, c'était que si on retardait les films indéfiniment, bah oui, mais les caisses étaient vides après. Le retour sur l'investissement des films. C'est ça le souci. Là, j'essaye de temporiser le truc parce que c'était vraiment une sale période de cinoche. Tout le monde s'engueulait parce qu'on voulait avoir deux films au cinéma, mais le problème, c'est que les salles de cinéma sont fermées. Comment tu fais pour sortir un film au cinéma alors qu'elles sont fermées? Et pour le, c'est pour ça que le Nolan s'est barré de chez Warner et je m'imagine très bien Nolan rester chez Universal. Parce que là, il a l'air d'être mieux traité, ils sont en train de lui faire des trucs, mais vraiment. Pourquoi? C'est bon, tu es là? Ok, on m'entend bien? Oui. Ok. Ouais, c'est pour ça c'était ça le moment un petit peu tendu qu'il y avait, mais c'était un mouvement tendu. C'était le cadre de tous les studios. Hein. Ouais. Ok, bah parfait. Et ça ramène un petit peu ça. Mais je suis pas d'accord avec toi en disant qu'il y avait eu une guerre Barbie Oppenheimer parce que le marketing a fait que non, le marketing a fait que il n'y avait pas de compétition réelle. C'est que ce qui était fun chez le public, c'était de voir les deux, Barbie et Oppenheimer. Oui, d'accord, mais il y avait aussi ce truc de Christopher Nolan. D'ailleurs, c'est ressorti plusieurs fois. Hein, à cause de Christopher Nolan, voilà, il va être contre Warner, etc. C'était suite à ça aussi. Puis ça Ah avait oui, amplifié. non, mais c'est parce qu'il fait un film Universal qui sort le même jour que le gros blockbuster de Warner, c'est ça? Ouais, il y avait ça surtout. Puis ça avait amplifié. Bah, je me demande si c'est pas juste un délire de fan de Nolan en fait qui se la joue sur ça. C'est le fait que tiens, le film de Nolan, genre le même jour que, ou inversement, le blockbuster de Warner, c'est le même jour que le film de Nolan. Il y a peut-être de. Je me demande si c'est une réalité, mais genre pour les fans en fait, je pense, parce que le grand public, ça lui est totalement passé au-dessus de la tête. Hein. Ouais. Bien, merci à toi pour ces quelques mots concernant justement Christopher Nolan et Matt Damon. N'hésitez pas aussi à me dire si vous en pensez de cette nouvelle cette future potentielle même collaboration entre Matt Damon et Christopher Nolan. Ça vous enchante et surtout que ça continue chez Universal. Dans tous les cas, nous allons continuer. Alors, les adaptations de jeux vidéo au cinéma ne datent pas d'hier, avec souvent plus de bas que de haut sur le plan critique et ou public. Malgré le récent échec de Borderlands, ces films ont toujours la cote, notamment du côté d'Universal. Fort des succès de Super Mario Bros et Five Nights at Freddy's, le studio compte poursuivre dans cette voie. Avec un titre qui parlera aux nostalgiques des bornes d'arcade et des premières consoles Sega, à savoir Shinobi. Créée en 1987, la saga met en scène le ninja des temps modernes, Joe Musashi, qui combat sans relâche l'organisation terroriste ZID, spécialisée dans le kidnapping d'étudiants de son clan. Avec un spécialiste de l'action, puisque la réalisation de ce Shinobi a été confiée à Sam Hargrave, ancien cascadeur passé derrière la caméra avec succès, car c'est à lui que l'on doit les deux Tyler Rake avec Chris Hemsworth. Le metteur en scène restera donc un registre qu'il maîtrise avec moins d'armes à feu et de combats au corps à corps, peut-être, mais plus d'acrobatie sans doute. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour cette adaptation qui n'a rien à voir avec le Shinobi sorti au cinéma en 2007, qui se déroulait dans le Japon féodal et s'inspirait du roman de Futaro Yamada, lui-même transposé en manga au début du 21e siècle. Est-ce que vous, dans le chat, mon cher invité, ça vous intéresse ce genre de projet? Alors, sachez que justement, comme vous le savez, il y a eu pas mal
il y a souvent aussi un débat qui se fait entre jeux vidéo transposés directement au cinéma beaucoup de personnes se disent avec les jeux actuels, je vois assez sur Twitch justement ce qui se passe des fois avec les cinématiques. Alors des fois on entend souvent dire, et puis moi je le remarque aussi en disant mais pourquoi par exemple ils s'inspiraient pas ça pour leurs films, etc. Enfin, il y a pas mal de sujets niveau avec jeux vidéo. Directement, maintenant, on va faire un film, etc. Alors, animation, pas animation, là, ça m'a tout l'air de ne pas être un film d'animation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser la parole à mon cher Cyborgien, surtout concernant cette news de Shinobi. À toi. Oh la vache, Shinobi, ça m'a... Ah, les flashbacks, alors, je n'ai pas eu de console Sega, mais j'ai connu l'époque, le Mega Drive. Et je peux te dire que Shinobi, ouais, je connais, les bornes d'arcade, je connais. Parce que j'ai fait partie de la génération qui était dans les salles de jeu, bornes d'arcade. Avoir joué Mortal Kombat, Street Fighter par exemple. Et Shinobi, là, ça me ramène au temps des films de ninja. J'en ai vu pas mal, je fais partie de la génération à avoir fréquenté la vidéoclub, donc le film ninja, je connais. Très bien. Et ouais, et les films, le dernier bon film ninja, je dirais que c'est Mortal Kombat, mais parce que Electra, c'est pas, parce que l'air de rien, Electra est le premier avec Jennifer Garner, c'était censé être un film de ninja. Et sinon, c'est la plupart du temps, c'est la canon, quoi. Normalement, la canon en fait, années 80, les films ninja, genre avec Michael Dudikoff, Shinobi devait être une adaptation. Shinobi, le jeu, devait être une adaptation non officieuse, officieuse des films cette trempe-là. Et je sais pas, ça pourrait le faire, parce que je crois que dans les films ninja, le dernier en fait reboot de Mortal Kombat, on reprend pas mal de codes. Ouais. Ouais, et sinon, ce serait intéressant de voir, mais pour moi, c'est juste de l'intéressement plus que de la vraie hype. La curiosité. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Tip top. Merci à toi concernant ceci. Alors, je vois que dans le chat aussi, ça parle. N'hésitez pas d'ailleurs à discuter parce que je vois que vous n'êtes pas qu'une seule personne, vous êtes plusieurs. Donc, n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat. Je ne vous mange pas. Voilà, très bien. Et continuons cette soirée avec ceci. Au rayon des films d'action emblématiques des années 90, Speed de Jan de Bont occupe une place privilégiée. L'efficacité de ce blockbuster porté par Keanu Reeves et Sandra Bullock repose sur un concept simple, un bus piégé qui explose si sa vitesse est inférieure à 80 km/h. Ce classique, qui a donné lieu à une suite en 1997, fête ses 30 ans cette année. Un troisième volet est-il possible ? Rien n'est moins sûr. Le 8 octobre dernier, le réalisateur Jan de Bont, Keanu Reeves et Sandra Bullock étaient réunis pour une projection spéciale à l'Egyptian Theatre à Hollywood. La présentation était suivie d'une session questions-réponses durant laquelle l'actrice oscarisée s'est exprimée sur l'éventualité d'un Speed 3. Je cite... Ce serait une version gériatrique, lance-t-elle avec humour dans des propos rapportés par The Hollywood Reporter. On n'irait pas vite cette fois, mais le premier film a été rendu possible grâce à cet homme fou, à savoir donc Jan de Bont. Aujourd'hui, il est très doux et gentil, ce n'est pas l'homme dont je me souviens, mais c'est lui qui a permis de fusionner l'idée et l'énergie. Il savait que le public voulait et il attendait beaucoup de nous tous. Il fallait jouer le jeu. Si un Speed voit le jour, à quoi ressemblerait-il pour que le génie de Jan de Bont soit pleinement utilisé ? Cela demandait beaucoup de travail et je ne crois pas que l'on soit dans une industrie assez courageuse et tolérante pour faire ce film. Peut-être que je me trompe. Si l'on ne peut pas être à la hauteur du génie de ce réalisateur, alors ce serait un échec. Je ne sais pas ce que l'on pourrait faire pour que ce soit à la hauteur des attentes du public.
Les mots donc de Sandra Bullock n'augurent rien de bon pour un Speed 3. Pourtant, à l'âge de 60 ans, Keanu Reeves continue de s'imposer comme une figure majeure de l'action au cinéma grâce à la franchise John Wick. Jan de Bont n'a pas réalisé de film depuis 2003 avec la suite de Tomb Raider intitulée Le berceau de la vie, porté par Angelina Jolie. Hormis les 2 Speed, on lui doit le blockbuster Twister, donc premier du nom, et le film d'épouvante Aunties avec Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones. Et vous, que pensez-vous de cela? Est-ce que vous auriez aimé voir un Speed 3? Si oui, dites-le moi pourquoi. Sinon, dites-le moi pourquoi aussi. À ton tour, je te laisse la parole, mon cher Cyborgia. Oh non, surtout pas. Surtout pas. Déjà, le 2, c'est une catastrophe. Le 2 est fait par la même équipe que le premier. Hein. Il n'y a que 2 trucs qui changent. Keanu Reeves est absent et le directeur photo n'est pas le même. Mais sinon, tout le restant, je crois qu'on est. Il me semble, parce que le directeur photo du deuxième, c'est fait par. C'est celui que. C'est un directeur photo qui est habitué aux comédies romantiques de Sandra Bullock. C'est pour ça qu'il a été pris. Mais le directeur photo du premier, c'était Andriy Bartoviak, qui est au moment du deuxième, était passé réalisateur. Andriy Bartoviak, c'est le réalisateur de Roméo de Mourir, et de 1 ou 2 Steven Seagal au moment où ça sort encore au cinéma. Donc il ne peut pas revenir pour Speed 2 si tu veux. Mais quand tu vois l'état du Speed 2, nous, surtout pas le Speed 3. C'est un gros rêve de fan d'avoir un Speed 3 qui réunit donc de retour Keanu Reeves, qui est absent du premier. C'était pas lui, hein, c'était Jason Patrick, le héros du 2. Et de revoir donc Annie, donc le personnage joué par Sandra Bullock, qui était chou, mais mignon. C'est mon crush de Speed 1. C'est une des raisons pour lesquelles je me remets à Speed 1. Et de revoir en fait les 2 réunis. Parce que dans le premier film, sans spoiler, t'as une histoire, une complicité, une alchimie qui se crée. C'est ce qu'on voit en fait dans le premier. Et c'est pour ça que c'est si décevant dans le deuxième, c'est que elle est en couple avec quelqu'un d'autre que Traven, que Keanu Reeves. Et donc c'est ce qui déçoit tant dans le deuxième. Mais le problème, c'est qu'à Speed 3, tu prends quoi pour Speed 3 comme concept? Parce que dans le premier, c'est un bus piégé. Dans le deuxième, c'est un paquebot de luxe piégé. Déjà, c'était... mais maintenant, c'est prêt à sourire. Et dans le 3, tu fais quoi? Tu fais genre un avion piégé, mais c'était fait déjà plusieurs fois, ça. Ce serait pas crédible pour un sou. Donc, surtout pas de Speed 3. Surtout quand tu vois l'état de la carrière de Ian DeBont. Parce que le mec, il a fait que 2 bons films dans sa carrière, c'est Speed 1 et Twister. Le restant, que des flops, que des navets. Parce que Antise, c'est plus une parodie de fantôme. T'as donc Tomb Raider 2, excuse-moi, mais t'as aucun bon film Tomb Raider. À part si, j'exagère, celui avec Alicia Vikander et pas Angelina Jolie, c'est le reboot en fait de Tomb Raider, je considère que c'est un bon film. Qu'est-ce qu'il a fait encore Speed 2, c'est un navet. Ouais, il a peut-être fait un autre film en question, mais j'ai pas souvenir. Mais Yann de Bont, c'est pas Montréal de base. Speed 1 doit sa réussite au fait que ce n'était pas un projet de Yann de Bont de base. Le projet était de John McTiernan, donc réalisateur de Die Hard 1 et 3, et qui s'est retiré du projet, c'est Yann de Bont qui l'a remplacé. Et Yann de Bont connaît John McTiernan parce que Yann de Bont était le directeur photo de Die Hard numéro 1. Donc c'est pas entièrement. Elle est mignonne, hein, Sandra Bullock à défendre le réel, mais c'est pas entièrement dû à la responsabilité de Yann de Bont, le succès, la réussite de Speed 1. Il y a tellement de changements en fait entre le scénario et la post-prod que c'est pas entièrement dû au fait que ce soit Yann de Bont. Hein, faut être clair. Donc Speed 3, non, de question. Laissez la franchise Speed 1 tranquille. Très bien. Ok, bah merci à toi pour ces mots-là et n'hésitez pas à vous dire. Donc on a eu le droit à un nom de la part de mon invité. Est-ce que vous êtes du même avis? N'hésitez pas à me le dire sur le chat ou même en replay dans les commentaires. Très bien. Il avait dit qu'on ne l'y reprendrait plus, mais le Comic-Con de San Diego 2024 a été marqué par l'annonce du retour de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe. Pas pour y reprendre son rôle d'Iron Man, mais pour jouer le Docteur Doom ou Fatalis, ennemi juré des 4 Fantastiques et l'un des plus célèbres antagonistes de la Maison des Idées. Il faudra cependant patienter jusqu'au 29 avril 2026 et au 5 mai 2027 pour le retrouver dans le MCU, grâce à Avengers Doomsday et Secret Wars.
Mais l'annonce de son retour n'a pas fait que des heureux, notamment chez celles et ceux qui déploraient de le voir revenir à des blockbusters qui ont accaparé la majorité de son temps pendant une décennie. Alors qu'il venait de remporter un Oscar grâce à Oppenheimer et de s'illustrer dans la mini-série HBO de Sympathizer, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Heureusement, Deadline affirme que l'avenir de l'acteur ne sera pas que super-héroïque, car Universal aimerait lui confier le rôle principal de l'adaptation de The Hider, nouvelle signée Juliana Bagot, dont l'intrigue est encore secrète puisqu'elle n'est pas sortie. Robert et Suzanne Dooney produiront ce long métrage dont les scénaristes d'Ant-Man et la Guêpe, Transformers le commencement et No Exit vont écrire l'adaptation et qui confirme la cote de la romancière. Car Which Bride Me to You est aussi devenu un film sorti en VOD chez nous en mars, alors que Backworlds va connaître le même traitement. Pour le moment, The Hider n'est qu'au stade du développement, donc il n'y a pas encore de date de sortie, ni même de réalisateur. Est-ce que vous, dans le chat, ceux qui répondront en commentaire et mon invité, est-ce que c'est un projet cela vous intéresse ? Car c'est vrai que nous connaissons effectivement Robert Downey Jr. pour Tony Stark, entre autres, c'est ce qu'il a fait connaître. Après, il y a eu d'autres rôles aussi, bien évidemment, mais c'est surtout ça qu'il a fait aussi propulser. Oppenheimer, comme on l'avait dit. Mais maintenant, voilà, qu'il se concentre sur autre chose. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous pote ? Dites-moi ce que vous en pensez vraiment de cela. À toi, mon cher Cyborgien. Bah, moi ça me botte, mais uniquement dans le sens où quel retour en grâce quoi. Non mais j'ai connu l'époque de Traversée du désert pour Robert Downey Jr. Je l'ai connu depuis le film Chaplin où il a été nominé aux Oscars et ensuite alors moi je le connais aussi pour Annie McBeal, il jouait le prince charmant mais entre guillemets, enfin dans le sens où j'ai assisté au feuilletonnage, au grand feuilleton qu'il y a eu Robert Downey Jr. Je parle pas de la série, je parle de ce qui s'est passé en coulisses entre Robert Downey Jr. et la production de Annie McBeal. Et donc j'ai assisté, Traversée du désert, j'ai vu, c'était même la grande surprise qu'il soit casté pour Iron Man à l'époque du premier Iron Man. Parce que tout le monde pensait que le mec était blacklisté à Hollywood, qu'il ne participerait plus du tout à un film qui était aux abonnés absents. Et donc, quel retour en grâce, quoi. Et donc, maintenant, c'est de voir que le mec peut faire ce qu'il veut, alors qu'avant, il était vachement obligé, contraint, avant la MCU. Et maintenant, c'est de voir comment il va se la jouer. C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment faire du pur un petit peu comme fait Harrison Ford depuis 10-15 ans, c'est-à-dire accepter les projets au coup de cœur, même si ça ne marche pas. Même s'il tentait des trucs, là, parce qu'il a tout gagné maintenant, donc tenter des trucs, ou est-ce qu'il va se contenter de rejouer éternellement le même truc, parce qu'il a joué aussi dans Sherlock Holmes, et il joue à peu près Sherlock Holmes de la même manière qu'il joue Tony Stark. Donc maintenant, c'est savoir comment il va se jouer. Je serais curieux de voir un petit peu quelle suite de carrière il va prendre. Parce que le mec a tout gagné là. Enfin, il a la gloire, il a gagné, la renommée, il a gagné, et niveau compte en banque, il a gagné aussi avec un rejoint MCU. Donc maintenant, comment est-ce qu'il va sur la carrière de l'après-MCU ? Voilà, c'est tout. Très bien. Merci à toi pour ces mots. Donc là, je vois que sur le chat aussi, ça répond. Donc c'est un peu un bof, mais c'est un oui aussi pour mon invité. Donc ça va être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas aussi, justement, comme je vous l'ai dit, toutes les émissions de la Rafale Info est en replay. Donc si vous vous trouvez en ce moment, si vous regardez en ce moment sur quand la vidéo donc est sur YouTube, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, si vous avez des questions, etc. Sur ma vidéo sur YouTube, et je vous répondrai avec un grand plaisir. Bien, c'est le plus gros projet de la plateforme Max dans les années à venir. Une nouvelle adaptation en série des livres Harry Potter de J.K. Rowling.
Après la franchise cinématographique à succès, les fans peuvent s'attendre à une transposition plus fidèle de la série littéraire et à une fiction qui pourrait durer une dizaine d'années sur le petit écran. Alors que le casting est enfin lancé pour trouver les nouveaux Harry, Ron et Hermione, certains acteurs emblématiques de la saga ont déjà pris la parole à plusieurs reprises sur ce projet pharaonique. Ainsi, Daniel Radcliffe a bien confirmé qu'il ne prendrait pas part à la série, tandis que 2 acteurs de la saga cinématographique originale sont partants pour revenir. Et ce n'est peut-être pas tout. Interprète de Sirius Black, l'un des personnages adorés des fans d'Harry Potter, Gary Oldman a été interrogé sur ce projet de série. L'acteur de 66 ans a expliqué que personne ne l'avait contacté à ce jour pour un potentiel retour, mais qu'il n'était pas contre. « J'adore Sirius », déclare-t-il à IndieWire, lors de la 76e cérémonie des Emmy Awards pour lequel il était nommé pour sa série Slow Horse. Il n'est pas assez présent, il a fait son apparition, puis il s'est évaporé, donc il parle bien de Sirius Black. Le personnage de Sirius Black était surtout présent dans 2 films de la saga, à savoir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puisque ses apparitions dans Harry Potter et la Coupe de Feu et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 étaient très brèves. Gary Oldman a bien conscience qu'il ne sera pas rappelé pour jouer Sirius Black de nouveau dans la série Harry Potter, et il mettrait sa main à couper que tous les personnages de la saga auront un nouveau visage. Il pense donc qu'aucun ancien acteur de la saga ne reviendra. Mais il y a bien un autre personnage qu'il pourrait jouer et qu'il aimerait incarner, une autre figure mythique de la saga. Peut-être, donc je cite, « Peut-être dans quelques années, je pourrais jouer Dumbledore ». Reste à savoir si les dirigeants de HBO et Warner Bros. Discovery envisageront cette possibilité, ou s'ils décideront de faire appel à un tout nouveau casting original pour la série Harry Potter, car comme vous le savez aussi, il y a eu des propositions pour le fils de Michael Gambon, concernant... non, pas Michael Gambon, mais le fils de Richard Harris pour prendre le rôle de Dumbledore, et il a refusé, estimant qu'une série n'était pas nécessaire. Voilà, concernant justement Gary Oldman, qui effectivement ce n'est plus quelqu'un que nous le présentons aujourd'hui, qu'en pensez-vous de cela concernant cette série Harry Potter? Par rapport au fait que d'autres acteurs pourraient revenir dans ce reboot, du coup, qu'est-ce que j'en pense? C'est exact. Ben, pour moi, et lui en particulier, par exemple, là, donc, ce que j'ai évoqué. Bah ouais, pour moi ce serait sympa, ce serait une manière en fait aux anciens acteurs, enfin, de la saga précédente, de pérenniser le projet de reboot. Mais un petit peu comme ça s'est passé en Smallville, là, où t'avais pas mal d'acteurs des films et des autres incarnations qui sont venus faire passer un petit coucou, genre Christopher Reeves notamment, Margot Kinder, qu'est-ce qu'il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a eu, Nature était venu, Dean Cain aussi, enfin voilà, t'avais tous les Daniel O'Toole qui faisait Lana Lang dans Superman 3 et qui incarnait Martha Kent donc dans Smallville, donc que les anciens visages apparaissent dans des nouveaux personnages, bah oui, pourquoi pas. C'est normalement tu le verrais en Dumbledore. Non, je crois que c'est une connerie de sa part. Je crois que c'est une connerie de sa part. Faut pas prendre au mot tout ce que disent les acteurs à ce moment-là. Ils sont encore en pré-prod, les mecs. Je suis pas sûr que ce soit. Mais de les. C'est une manière de dire ouais, je suis chaud bouillant pour venir. Hein. Même en Dumbledore, si vous voulez, je fais cash. Non, je crois que c'est une connerie de sa part. Mais sinon, mais genre en bibliothécaire, enfin je sais pas, en bibliothécaire, genre en personnage dans le background, par exemple, oui, pourquoi pas, quoi. Ce serait sympa. Ouais. Ok. Mais en tenant compte du fait que si c'est nouveau personnage, il sera grimé autrement. Il faut pas que les personnes qui soient reconnaissables au premier abord. Il aura un nouveau look, ce sera plus Sirius Black. Il y aura donc un nouveau look, ce qui fait qu'il faudra vraiment être fan du matériau de base pour le reconnaître. Je pense que c'est ça. Ouais, exactement.
Non, t'inquiète pas, Miarou. Juste, voilà, il avait juste, je te l'avais dit d'ailleurs, hein, il a un problème de caméra. Y a pas de souci parce que je sais pas si t'as vu dans le chat, hein, il le dit. 1080, 4K, si Borgia, tu fais le contraire. Ouais, voilà. T'en fais pas. Euh, Bah non, pour... oui. Là, c'est pour... Je lis un commentaire, en fait. Bah non, faut que ce soit cohérent avec les acteurs. Mais comment ça cohérent? C'est un reboot. Il faut pas que les acteurs incarnent les mêmes personnages que la saga précédente. Comme Smallville. Ah oui, parce Smallville, que en fait, maintenant, on a le. Non, non, mais qu'il fasse des apparitions dans d'autres, oui. Après, on peut voir. Il y a pas que Smallville, il y a d'autres projets aussi, hein, auxquels certains, voilà, ils reviennent dans des rôles différents. Et il y a aussi, par exemple, maintenant, nous savons que, et ça c'est officiel, hein, ça c'est officiel concernant Harry Potter, donc la série Harry Potter, que, comment dire, Professeur Rogue, ça sera Adam Driver. Ça, c'est officiel. Et aussi, j'ajoute également, puisque ça a apparu il y a quelques jours, voire même peut-être une semaine, je sais plus, mais il me semble que c'était quelques jours uniquement. J'ai vu ça dans le journal TV, donc en Suisse, mais ça a apparu partout aussi, hein, je suis sûr même chez vous, en France. Comme quoi, justement, maintenant, ils sont, donc le casting pour la Trinité, donc Harry, Ron et Hermione, est ouvert. Donc, c'est d'ailleurs, on posait la question de est-ce que ça va être américain, une série américaine, ou ça va rester, est-ce que ça va rester anglais, puisque c'était anglais de base. Et là, c'est anglais, puisqu'ils recherchent maintenant des jeunes. Des jeunes de ces régions et non pas des Américains, etc. Donc, ça va être chaud. Il y aura donc comment dire, les candidatures. Je pense qu'ils vont recevoir des milliers, etc. Ben, ce qui est tout à fait logique. Et ça va se passer pendant ces mois-là. Et normalement, ça devrait être clos. Ça devrait être clos d'ici début 2025. Concernant justement les castings, les castings pour cette trinité, justement. c'est quoi les questions? C'est de savoir si je suis d'accord ou pas. C'est pas mon truc, enfin c'est la saga Harry Potter, je sais pas. C'est juste pour répondre en fait à un commentaire, un reboot avec les mêmes acteurs, sérieux? Non, non, c'est pas ce qu'on veut dire. Il y a un reboot, il y aura d'autres acteurs qui vont incarner donc Harry Potter et compagnie, Hermione et compagnie. Et donc, si on est d'accord avec le fait que d'anciens acteurs, que les acteurs qui ont déjà participé à la saga précédente, dont Gary Oldman, reviennent dans cette version-là. Dans le principe, je suis pour, à condition qu'ils n'interprètent pas les mêmes personnages. Oui, voilà. Gary Oldman ne va pas incarner Sirius Black. Et c'est comme dans Star Trek, dans Smallville et compagnie. Dans Smallville, c'était pas Christopher Reeves qui a incarné Clark Kent, c'était Tom Welling. Christopher Reeves a incarné le scientifique Swan qui a appris la mythologie de Krypton. C'était pas, il n'avait aucun rapport avec Clark Kent, à part ça. Et dans Star Trek, par exemple, c'était pas Shatner qui revenait dans les reboots d'Abrams, c'était Chris Pine. Shatner il n'est plus en Star Trek depuis longtemps. C'est uniquement dans cette logique-là. Et pour ta question, c'est le fait que ce soit, est-ce que c'est anglais ou pas? Mais je sais pas. Mais quelle est l'importance que ce soit anglais ou pas en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Bah en fait, c'est normalement anglais, comme James Bond c'est anglais. Enfin voilà, ça l'a toujours été. Hein. Warner est américain. Hein. Oui. Mais après, il y avait toujours des productions anglaises. Mais c'est-à-dire, J.K. Rowling est anglaise ou américaine? Elle est pas américaine, elle est anglaise. Elle est anglaise. Donc tout le Il y a casting. juste Warner, je crois. Il y a juste la prod qui est américaine, d'accord. Parce que pour moi, j'ai toujours vu ça comme un blockbuster américain pour gamins. Hein. Ouais. Bah parce qu'après, elle a dû partir aussi en Amérique pour faire ses livres, etc. Enfin. Mais sinon.
expliquerait la différence point de vue politique que J.K. Rowling a avec la Warner. Ça pourrait expliquer ça du coup. Comme elle n'est pas américaine de base, elle n'a pas les mêmes poncifs, elle n'a pas les mêmes, elle a pas les mêmes points de vue. Parce que je sais très bien est-ce que tu sais qu'il y a comment dire, que les Américains ont des préjugés avec les Anglais et inversement, les Anglais ont des préjugés avec les Américains. Ah oui, ça oui, ça c'est connu. Oui, ça c'est oui, connu. Oui. Ça pourrait expliquer cette tension-là avec J.K. Rowling et la Warner. Le fait que justement, elle n'est pas de la même nationalité. Un tout con, quoi. Ouais. Mais ouais. Après voir, mais c'est comme je dis là maintenant que le fait que ça reste anglais, c'est la même chose que par exemple on voit aussi actuellement, c'est comment dire actuellement, c'est pour les James Bond, la même chose. Si quelqu'un doit incarner James Bond ou même dans le truc, il faut qu'il soit anglais, il faut pas que ça soit, faut que ça reste vraiment en Angleterre. Faut pas que je sais pas, admettons maintenant James Bond on va le faire à New York, enfin le M6 c'est à New York, un truc comme ça. Non, 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 tout ce qui a été fait en Angleterre reste en Angleterre, etc., que ce soit production machin. Et puis c'est vrai que Harry Potter ça va être souvent dit, est-ce que ça va être complètement américain, enfin comme tu l'as dit précédemment. Donc c'est pour ça que maintenant c'est aussi une question qui se pose et c'est bien aussi de se la poser parce que maintenant on sait que des fois avec les rachats, avec tout ce qui se passe actuellement, tout doit être américanisé ou pas, enfin voilà, c'est énormément de questions qui se posent actuellement. C'est pour ça que maintenant les gens aussi ils aimeraient bien avoir un peu de clarification et puis voilà quoi, c'est à peu près ça. Donc je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, Cyborgien. Et même vous dans le chat, hein, n'hésitez pas à réagir. Pour les James Bond, c'est plus le cas du tout depuis la période Brosnan, en fait. C'était le cas première génération jusqu'à Timothy Dalton, où là on devait impérativement quand quelqu'un était en recruté, il devait impérativement avoir un rapport avec l'Angleterre. Or, depuis que c'est la fille de Alba Broccoli qui a repris le truc depuis Brosnan, ce n'est plus le cas du tout. Il n'y a plus cette obligation-là. Parce que son créneau, c'est de faire un bon film tout court. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel Craig, où bah, justement, avec Daniel Craig, il y a eu une extension, si tu veux, de la boîte de prod, en fait, des départements en fait, qui ont fait qu'ils ont recruté, mais autres qu'Angleterre. Mais effectivement, au moment de voilà, pas anglais, mais du Royaume-Uni, c'est ça la nuance. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, parce que l'Angleterre, c'est. Ouais, c'est quoi? C'est vaste. J'ai une connerie écossais de base, c'est pas l'Angleterre. Oui, voilà, c'est Royaume-Uni, ouais, t'as raison. Et t'as aussi la Zambie qui est australien, c'est pas l'Angleterre. Ouais. Par contre, il y avait, pour l'anecdote, c'est parce que Mel Gibson est australien et pas américain qu'il aurait pu faire James Bond à l'époque de Mad Max. Ouais. C'est pour ça que cette rumeur qui revient régulièrement. Mel Gibson étant lisse pour incarner James Bond, c'est pour ça que Hugh Jackman c'est pareil. Oui, parce que le mec de base, il est pas américain, il est plutôt proche de la anglaise, quoi. Il est anglophone. Donc c'est pour ça que ça revient régulièrement pour les rumeurs. Et ce serait pas par rapport au fait que ça singe moi j'ai toujours perçu la Harry Potter comme ça. Du coup, en fait, si vous êtes sauté au plafond, j'ai toujours pris pour les blockbusters Harry Potter comme quelque chose qui singe la culture anglaise. Et pas quelque chose qui est anglais réellement. Ouais. Ok. Voilà, donc tu confirmes. Il y a aussi. Oui. Dans les commentaires, ça confirme. C'est pour ça être irlandais, une communauté écossaise. Ouais, mais après c'est Royaume-Uni, donc ça fait partie. Ça fait partie de tout ça. Voilà. En fait, c'est ça. C'est pas l'Angleterre en elle-même, c'est Royaume-Uni. Ouais, c'est ça. Ouais. Et des fois on confond, des fois souvent. Puis d'ailleurs, ça a été le cas ce soir. Mais oui, effectivement. C'est pour ça qu'on prend toujours des gens du Royaume-Uni, qui comprend irlandais, écossais. Voilà, il y a tout ça. Et c'est vrai qu'on va rarement plus loin. Alors c'est vrai que ouais, tu as parlé tout à l'heure de Hugh Jackman. Enfin voilà, les autres, après, c'était beaucoup des fois les fans, mais en principe, on restait toujours dans ce milieu-là. Après,
à voir ce qui va se passer, justement pour, comme j'ai dit, le casting de la Trinité. De toute manière, ça va rester toujours dans ces eaux-là. C'est exclu les Américains, etc. Ça, on en restera là. Et, et puis voilà. Bien. En tout cas, l'émission est terminée. Merci d'avoir été avec moi pendant cette heure. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous avez passé un... Ce n'est pas grave, de toute manière, on a fini, mon cher... c'est dommage que ça arrive pendant la fin. Mais dans tous les cas, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas... On se retrouve vendredi pour du gaming, à savoir TCG Simulator, Card Simulator, à 20h. Et sinon, vous pour la vidéo YouTube, on va se retrouver très vite. Merci d'avoir été avec moi pendant cette soirée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux. Donc mes réseaux qui sont... que ce soit Facebook, Instagram, donc c'est Facebook pour les personnes qui n'ont pas forcément Instagram, mon compte Instagram, j'ai TikTok aussi, et YouTube, où vous retrouvez toutes mes rediffusions de la Ravchan Info. Et dans tous les cas, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.